Alors bonsoir à tous. Bien, Youssouf, installe-toi. Je vous invite à vous installer, c'est pareil. Merci. Juste une seconde. Bienvenue tout le monde déjà, désolé pour le retard. Merci d'être venus comme d'hab des 4 coins de l'Île-de-France, entre autres, c'est pas plus, hein, je vais pas demander à tout le monde. Voilà, c'est la 10e ce soir. Normalement, si mes comptes sont bons. On n'est pas trop fort dans les festivités. On n'a pas fêté nos 2 ans non plus, qui sont passés au mois de novembre dernier, on est désolé. Mais on fera un gros événement, on invitera tout le monde, ce sera plus un côté festif dès qu'on aura le temps. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une très bonne année, qu'elle soit riche de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets, pour vous et pour vos proches aussi. Donc voilà, bonne année à tous, et à vous et à vos proches. Et rien, toi aussi, voilà. toi aussi. J'espère pouvoir présenter. Est-ce que tu peux partir s'il te plaît? Un gilet jaune, non? Ouais, j'ai un On gilet fait quoi ici aujourd'hui? Hein? Toi, tu veux faire quoi là? Non mais assieds-toi, les gilets jaunes, c'est pas ici, Ouais, c'est à Paris. D'accord. Alors, merci. Bonsoir à tous, bonne année, santé, les meilleurs vœux pour cette année. Alors vous êtes en nombre, merci, c'est le premier bibliotest de l'année 2019. Alors on va recevoir aujourd'hui Boléwa Sabourin. Mais t'es qui? Ah oui, pardon, purée, c'est vrai, je ne me suis pas présenté. J'ai honte en fait de me présenter, c'est pour ça. Alors moi je m'appelle Youssouf Ba, je suis sarcellois, je suis né ici, je suis étudiant en master de communication, je suis également un peu acteur à côté. Voilà pour l'info, bon, je suis pas mais on est aujourd'hui là pour parler de Boléwa Sabourin et de son livre La rage de vivre. Il est venu nous présenter, donc c'est l'auteur principal de cette soirée. Alors je vais vous parler du programme de la soirée. On va accueillir Nice to Meet You, qui est un groupe voilà, de jeunes amis que je connais, qui a été créé en 2015. Et donc ils vont venir parler de leur concept, qui est un concept de vidéo qui, en fait, des personnes, enfin des jeunes, viennent se présenter et débattre sur des sujets, voilà, face caméra. Et voilà, je vais laisser ce... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent Nice to Meet You dans la salle. Ouais. Oui. Nice to Meet You, alors ça a été, c'est pas 2015, ça a été fondé en 2012. De base c'est un collectif de sarcellois et on s'est mué en plateforme de contenu participatif. Qu'est-ce que c'est le contenu participatif? C'est le concept, c'est les gens qui nous suivent sur les réseaux qui ont la possibilité de participer au contenu que eux consomment. Donc nous, de base, c'était un plan marketing. Ouais, c'était purement un plan marketing. On essaie de promouvoir de la musique en fait à travers des vidéos. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris, une musique peut sortir, mais s'il n'y a pas une vidéo qui est derrière, la musique va passer inaperçue. Et du coup, nous, on a monté toute une stratégie marketing pour pouvoir promouvoir notre propre musique sans avoir à dépendre de quelqu'un qui fait de la vidéo. Voilà. Donc les premiers épisodes, donc 2017. Non, le tout premier épisode, il y a très peu de gens qui le savent, a été tourné en fait en 2015. C'est bien de tester avant de lancer quelque chose. Nous, on a fait un test en 2015. On a vu que ça avait pris et en 2017, le 31 mars, date de sortie de notre premier épisode, du coup on a lancé. On a fait un pari fou parce qu'on a sorti un épisode par semaine et la saison a duré 19 épisodes. C'est le nombre de semaines qu'on a passé à faire. On s'est donné une fréquence de sortie. Tous les mardis soirs, on sortait un épisode. Et donc ouais, 2017, et on s'est rendu compte à l'épisode 5 ou 6 que le concept en fait il nous dépassait. Là où on voulait faire une stratégie marketing, on s'est rendu compte qu'on remettait en place la liberté d'expression en fait. Et nous on est une génération sur internet post-événement Charlie Hebdo, on a vécu des grosses crises sur les réseaux comme l'histoire d'H&M, etc. Et
Et en donnant la parole aux jeunes, on s'est dit que ça nous dépassait, en fait, tout le monde nous dépassait. Épisode 5, on a eu plus de 100 000 vues en quelques 24 heures. Et il y a un épisode aussi qui a été déclencheur, c'est l'épisode sur le vote. Parce qu'on était à 2-3 mois des élections présidentielles. On demandait aux jeunes s'ils comptaient voter et pour qui ils voteraient. Et il faut que je parle plus fort, c'est ça? Très désolé, fort, n'hésitez pas. Je parle pas Parlez très fort, fort, le micro il a déconné, je suis désolé. Ouais, pas de souci. Donc je disais qu'il y a un épisode qui a vraiment déclenché le mouvement. Et c'est l'épisode sur le vote. On demandait aux jeunes du coup s'ils comptaient voter, pour qui ils voteraient éventuellement. Et il y a eu beaucoup de réponses négatives. Donc non, je vote pas, ça m'intéresse pas, etc. Et c'est là on s'est dit qu'en fait on avait la place pour envoyer un message fort et laisser les gens s'exprimer vraiment. Parce qu'on est une génération, même s'il y a une liberté de ton sur les réseaux, au final on n'échange pas les uns avec les autres. Et donc nous c'est ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les gens partager un moment. Chacun arrivait, on a ramené plus d'une, je sais pas, peut-être une centaine de personnes sur un an à Sarcelles. Ils venaient chez nous, on est chez nous, chez Beno, en l'occurrence, dans le salon. Et donc c'est vraiment un esprit familial. Et de respecter des codes. Et nous, comme on est indépendant, on n'a pas ces codes-là, c'est nos propres codes. Et mieux vaut ne pas sortir un sujet mal abordé que juste le sortir dans la foulée. Parce que mieux vaut un bon buzz qu'un bad buzz. C'est ça. Puis nous, on est vraiment dans l'ouverture d'esprit et puis on ne veut heurter personne. Donc on fait attention à ce qu'on sort. Mais ouais, on a Valdi, cofondateur du Studio. Et Benedito? Ouais, moi je suis du coup directeur artistique, c'est moi qui me charge de toute la technique autour de notre média. Est-ce que tu peux parler du coup du... Alors, si ça en intéresse quelques-uns, moi je vais vous expliquer en fait comment on a mis en place le projet. Tout d'abord, en fait, on a cherché en fait à avoir notre propre identité. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont jamais vu nos vidéos, le premier truc qui va vous frapper, c'est que les vidéos sont en noir et blanc. Beaucoup de personnes nous demandent pourquoi le noir et blanc, c'est parce que le noir et blanc, on est à l'ère du numérique, tout est en couleur. Du coup, une vidéo en noir et blanc, ça va vous interpeller. Si vous voyez un truc en noir et blanc, vous allez le regarder automatiquement juste parce qu'il est en noir et blanc et qu'on est quand même en 2019. Et ensuite, le noir et blanc, c'est surtout pour éviter aux gens de se concentrer sur les couleurs. Nous, on est une équipe très mixte, très variée. On est très ouvert, on ne reste pas que entre nous. Et je pense qu'on est dans le monde dans lequel on évolue, c'est souvent le contrôle au faciès, ce genre de truc. Alors qu'en noir et blanc, il n'y a que deux couleurs sur lesquelles se concentrer, c'est le noir et le blanc. Et c'est ça que vraiment on a mis en place. Ça a pris du temps, parce qu'au début on n'était pas sûr, c'est un pari risqué. De sortir une vidéo en noir et blanc, demain il y a quelqu'un qui va regarder, qui va dire ouais mais on dirait une vidéo des années 60, donc c'est bon, regarder. Et ensuite on devait trouver le moyen de faire simple et efficace. Du coup, à la différence d'un gros plateau télé, on n'a pas 6 caméras, on n'en a qu'une seule qui est face et qui représente en fait la vue du public. C'est-à-dire quand vous regardez, la seule vue que vous avez, c'est la vue qui vous permet en fait d'échanger avec nous. C'est-à-dire que demain, on s'adresse à vous. Vous n'avez pas une caméra qui va vous montrer des angles qui ne servent à rien. Et le plus important en fait, c'est de pouvoir redonner la parole. Tous ceux qui regardent les vidéos n'ont pas eu l'occasion de participer, mais vous pouvez laisser un message. Vous allez vous sentir touché parce que la personne regarde en face de vous et elle s'adresse à vous directement. Et ça, c'est aussi une contrainte technique parce qu'il fallait réfléchir à bien placer la caméra, à ce que le cadrage il soit très propre. Et du coup, on a passé quelques mois, on va dire des années à trouver le bon format. Et là, j'en profite du coup pour faire un peu de publicité. On va passer sous un format audio. Parce que regarder une vidéo pendant 15 à 20 minutes, c'est très long. Alors que écouter un audio de 15 à 20 minutes, c'est bien plus simple. On le laisse, on met une enceinte et ça tourne tout seul. Et il y a énormément de gens qui nous disent que les sujets qui sont abordés, on les écoute facilement. Parce que nous, l'avantage, c'est que le message passe en fait. C'est que le message passe. Et là, du coup, maintenant, on va passer en format audio. Après, il y aura toujours de la vidéo. Et je pense que c'est tout ce que je peux dire. Après, ça dépendra des questions. Qui est principalement en fait réservé à la ville, à Sarcelles, c'est-à-dire que Sarcelles et ses alentours.
nous, ce qu'on cherche à faire, c'est mettre en fait tout ce qui se fait de bien dans la ville et ses alentours. On a pas mal d'exemples. On a été voir les petits commerçants. On a fait une vidéo sur les crêperies. La semaine prochaine, il y a une vidéo qui va sortir sur les restaurants africains, et ainsi de suite. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment mettre en avant tout ce qui se fait de bien dans la ville. Donc voilà, ça s'appelle Cassol TV, et puis on est sur les réseaux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez tout compris? Je crois qu'il y avait un là-bas. Je t'en prie. Est-ce que vous avez du coup, parce que en fait on connaît, moi je connais, je savais pas que je connaissais, franchement bravo. J'ai vu les vidéos, j'ai vraiment kiffé. Mais du coup, est-ce que vous avez une formation ou vous l'avez fait de manière autodidacte? J'avais la même question en fait. Non mais arrête de... Ah mais je t'ai dit, t'as goûté par hasard, il y a eu quelque chose. Alors pourquoi Malgré les cheveux là, c'est passé comme... Pourquoi tu la commentes? Trop tard, Excusez-moi. Du coup, on est formé en fait, on a un collectif, on est 9 dans le collectif. Donc chacun a sa formation de base. Béné, il est formé sur la technique. Ouais, c'est moi en fait, moi j'ai une licence en audiovisuel et effets spéciaux. Du coup c'est plus simple pour faire tout ce qui est savoir quelle caméra choisir, le micro et surtout la mise en place. Et après du coup comme on est 9, on a 9 compétences différentes. On a nos propres commerciaux, on a nos propres marketeurs, ceux qui font des études en marketing du coup. Et voilà, je pense que c'est tout. Et on est aussi à côté une boîte de prod. Donc on a fait ce genre de concept, on l'a donné, enfin on l'a proposé à des entreprises aussi en B2B. Donc voilà, on se développe comme ça financièrement. Vous avez tous compris ce que c'est Nice to Meet You ou pas? J'ai juste une question. Du coup, au départ, vous étiez une association, une entreprise? Alors au début, on était une entreprise. D'accord. Ça a commencé, Nice to Meet You, ça a commencé comme une boîte de prod. On produisait nos musiques et nos vidéos. Et puis après, ça n'a pas dérivé en fait, c'était une manière d'amener de la lumière sur ce qu'on faisait. Tout simplement parce qu'on a une ère d'internet, il y a plein de choses sur les réseaux. Et ça nous a permis de nous faire remarquer. En fait. On a eu une marque de vêtements, on a eu un shop, plusieurs activités. Votre modèle économique il est basé sur la vidéo et ensuite il y a des... C'est ça. choses qui tournent autour. Une autre question? Sur quels réseaux sociaux on va trouver Facebook, YouTube, Instagram. Nice to meet you. Toutes les histoires qui sortent tous les jours, on a voulu demander du coup, à nos participantes qu'est-ce qu'un fonceur. D'ailleurs, vous pouvez toujours nous envoyer, j'en profite pour en parler aussi, on a mis en place ce qui s'appelle le NPMY Phone, ce qui fait que vous pouvez nous laisser un audio de maximum 1 minute sur notre page Instagram. Et en fait, nous on récupère votre audio et ensuite on le partage. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu participer à la vidéo, mais vous pouvez toujours participer après en nous envoyant un audio, votre réponse et est-ce que vous avez déjà connu un forceur dans vos... Donc mesdames, ce soir, Nice to Meet You officiel sur le Faites attention, vous avez des heures. Les forceuses, il y en a aussi pas. oui, les hommes aussi peuvent. Il a dit. Les hommes aussi peuvent. Et moi quand même. Donc, merci beaucoup. Personne n'a de questions? Ah si, une question. Une dernière J'ai question. entendu tout à l'heure à la radio, le gouvernement est en galère pour organiser le grand débat là. Vous avez postulé? On aimerait bien, mais après, la télévision, c'est nous, il y a des filtres. Pas forcément la télévision, faire parler les gens. Non, pour dire que ce que vous faites, c'est dans l'air du temps. C'est bien de faire que les gens discutent, d'avoir des sujets, de le faire au niveau de là où vous habitez, quoi, de là où vous êtes. C'est à l'image des bibliothèques, on est tous là, on se retrouve, chacun peut poser des questions, participer, à différentes échelles. Donc, ça fait plaisir de voir autant de gens qui sont venus discuter, se rencontrer. Donc c'est ça l'esprit Nice to Meet You, c'est vraiment le cœur sur vous, c'est le partage et c'est ce qu'on vit ce soir. On est ensemble, c'est pas mal. Notre invité d'honneur va poser la dernière question. Vous arrivez à en vivre? Pas encore, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ouais. Et là, c'est le côté plutôt production boîte de prod qui nous permet de générer des revenus. Mais vous vendez des prestations? Ouais, oui, c'est exactement ça. Prestations vidéo, on a aussi la marque de vêtements qui vient de sortir. Ouais.
Donc allez sur le site ntmyclub.com si vous voulez nous aider à... Si vous voulez vous griller les outils. Ben, au-delà de ça, pour répondre à ta question, excuse-moi de te couper, Valji, ben, par contre, on a eu pas mal d'opportunités. Par exemple, grâce à Nice to Meet You, j'ai eu l'opportunité d'aller en Guinée équatoriale pour pouvoir présenter 2 galas en fait. J'ai été invité, ils sont tombés sur une vidéo où justement je faisais un micro-trottoir dans la ville pour promouvoir un morceau de Valji. Et ils sont tombés dessus sur Facebook et puis j'ai été invité pour présenter un gala. Donc on a quand même quelques opportunités. Comme quoi, les réseaux sociaux ouvrent le champ des possibilités. Hein. C'est sûr. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, juste un mot, alors, excuse-moi de te couper. Alors, j'aimerais juste remercier Ossine et Turkan de nous avoir invités et surtout Moussa Diawara qui nous a mis en contact. Donc, voilà, merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Je vous présente Malène. Bonsoir à tous. Bonne année aussi. Alors, l'histoire en fait elle commence dans le quartier, hein, tout simplement, très très tôt, à l'école. Voilà, donc même relativement très tôt, puisque ça commence en primaire, où j'avais du henné sur la main et la professeure, enfin l'enseignante me dit mais quand on veut faire la fête, on retourne chez soi. Moi à ce moment-là, je suis petite, je comprends pas trop. Troisième de ma famille, je sais que les grands ils ont un pouvoir de persuasion, qu'ils ont toujours raison. Alors je le dis pas à mes parents et je repars avec ça à l'intérieur de moi sans comprendre au final pourquoi cette femme me dit ça. J'arrive en élémentaire et de là toujours un petit peu mitigée entre ma culture, ma tradition, parce que ça a déjà du poids. J'ai eu une enfance très heureuse, donc je suis moitié tunisienne, moitié algérienne d'origine. Et j'ai grandi dans la grande musique française, dans la grande chanson arabe. Je comprenais pas, pareil. J'arrive à l'école, je comprends pas trop cette forme assez cadrée, où en fait rien n'était épanouissant pour moi. Donc j'ai commencé à écrire très tôt des textes qui ressemblaient pas à grand chose, mais pour moi ça voulait dire quelque chose. J'avance comme ça jusqu'au collège, et là j'arrive dans un état de colère. Parce que de la primaire au collège, forcément on peut avoir des attaques. On comprend pas trop à ce moment-là, mais voilà, on arrive avec toute cette lourdeur. Et pour moi, le collège, ça s'est très très mal passé. Donc j'étais selon les professeurs une rebelle. J'ai redoublé 2 fois, donc la 5e et la 3e. Et on a dit de moi, comme on dit à beaucoup, que je ne ferai pas de longues études et que je n'irai pas bien loin. Et comme ma maman algérienne n'entendait pas sous ce nom-là, il fallait que j'aille à l'école. J'avais pas le choix. Donc tant bien que mal, je faisais un peu ce que je voulais, donc je cachais le fait que j'allais pas à l'école, mais en même temps je faisais un petit peu d'effort. Tout ce qu'il faut pour contenter au final les parents et que ça passe crème, on pourrait dire, dans les quartiers. J'arrive donc presque à 19 ans en seconde, toujours avec l'écriture, toujours avec l'amour de la chanson. Donc j'ai commencé à chanter en fait très tôt avec ma grand-sœur dans la cuisine. Voilà, donc on chantait. Je suis arrivée avec toute cette richesse. Entre-temps, j'ai commencé à faire de la natation à un haut niveau. J'ai fait de la danse contemporaine et toute cette énergie-là, pareil, j'avançais parce qu'il fallait que je fasse des études, parce que j'avais pas le choix. Mais c'était pas moi en fait. C'était pas moi. Donc je continuais à écrire, mais en même temps j'allais à l'école. Et j'avais fait un deal avec mes parents, je leur avais dit que si j'avais mon bac, j'arrêterais l'école en fait. J'avais plus envie, je voulais faire autre chose, notamment de la danse. Et j'ai commencé à chercher ce que j'allais faire. Avec un bac, forcément on croit qu'on va trouver du travail. On est content d'avoir un bac, surtout avec le parcours que j'ai à ce moment-là, d'une jeune à qui on a dit qu'elle ne fera pas des études. Pour moi le bac c'était comme si j'avais eu, waouh, tout en même temps. Et au final il n'y avait pas de travail. Donc qu'est-ce que je fais? Je cherche un BTS. Je m'inscris en BTS.
j'obtiens mon BTS. De la recherche du travail, pas de travail. Et toujours dans ce cheminement avec une lourdeur intérieure de me dire mais c'est pas moi, c'est pas moi. Donc bah, je continue, je me dis bon bah allez, on va aller s'inscrire en licence, on va voir. Sauf que là en licence on veut pas de moi. J'ai 36 ans, on me dit à ce moment-là qu'il n'y a pas de passerelle entre le BTS et la licence. Mais là c'était mon premier acte de rébellion mais cadré. Comme je postulais pour une licence en information-communication, j'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais m'attacher à l'université avec des chaînes, je vais appeler les médias, et puis je vais leur dire qu'en fait, vous prétendez que je ne suis pas capable de passer en licence après un BTS. Après 3 mois, j'entre en licence. Donc après 3 mois de bataille, j'entre en licence, j'ai ma licence avec mention assez bien, je continue jusqu'à un master que je finis avec mention bien en traitant d'un sujet qui pour moi était très important. Je profite de la sortie du film de Rachid Bouchareb, donc Indigène, et je rends hommage donc à mon grand-père en premier lieu, qui était donc sergent tirailleur algérien, et ensuite ben, forcément à tous ces tirailleurs et indigènes oubliés de l'histoire. Je finis mon cursus comme ça, et je cherche du travail. Entre-temps, ma mère, donc je retourne un petit peu en arrière, à 18 ans, elle me dit « Manel, il y a des scènes ouvertes sur Paris, donc celle de Grand Corps Malade, où tu peux aller dire tes textes. » Et j'ai dit non mais à ce moment-là, à 18 ans, j'ai dit non, hors de question, je n'avais pas confiance en moi en fait. Donc je dis non, j'y vais pas. La vie a fait qu'à 25 ans, bah, sous le coup d'une épreuve personnelle, j'ai été au Slam Alikoum de Grand Corps Malade avec mes textes. Et j'ai fait mon premier texte sur scène devant une assemblée. Tout en continuant ce parcours professionnel. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'ingénierie socio-éducative, donc sur les questions d'accrochage scolaire, l'ironie du sort, et la réhabilitation des jeunes de 18 à 25 ans. À côté de ça, je montais mes spectacles. Je commençais à monter mes spectacles de chant, autour d'abord d'un spectacle que j'ai fait en hommage à mon grand-père, et ensuite des spectacles purement musicaux. Et j'ai commencé à taper aux portes, bien entendu, surtout de la production musicale. Et là, je me suis aperçue que, et c'est pas pour faire cliché, parce que je déteste les clichés, je suis une femme qui me bat contre les clichés, mais je me suis aperçue qu'une femme sans équipe qui s'amène comme ça dans des studios de musique et tout, bah, elle n'est pas forcément prise au sérieux en fait. Donc bah, je suis tombée sur des rencontres hasardeuses, mais qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont donné de la force de continuer. Et je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, on va faire de la couture. Donc en fait, j'ai construit tous mes spectacles jusqu'à aujourd'hui, en appelant un guitariste par là, un pianiste par là, est-ce que tu peux venir? Donc la veille pour le lendemain, ben, en fait, je connaissais pas la musique et à chaque fois, je posais mes textes sur une musique qui m'était complètement inconnue. Ben, forcément, ça fatigue, parce qu'on donne beaucoup de soi et qu'on a besoin à un moment de structure, qu'on a besoin à un moment juste d'être et de créer et de faire. Ben, c'est ma première fan, elle m'a dit si t'arrêtes, je parle plus avec toi, tout simplement. Je dis mais maman, je suis fatiguée, j'ai plus envie en fait. On a l'impression de quémander quelque chose alors qu'en fait on a juste envie de transmettre et de partager. Donc j'ai dit non, j'ai plus envie. Elle m'a dit non, fais pas ça, numérise tes textes. Parce que moi j'écrivais, je suis de l'ancienne école, stylo papier. Donc elle me dit numérise tes textes et fais quelque chose. Sors un truc juste pour toi, même juste pour toi, c'est pas grave. Le jour où tu auras des enfants, tu leur transmettras ça, tu diras maman, elle a fait ça. Donc j'ai dit bah c'est pas bête, elle a raison. Donc avec un ami, ben, j'ai textualisé tout ça, j'ai numérisé tout ça. Et je suis passée par une première plateforme donc, qui s'appelle The Book Edition, où j'ai sorti ce petit bouquin, enfin ce petit recueil. Il s'appelle Tumulte des mots. Pourquoi Tumulte des mots? Parce que jusqu'à ce premier passage artistique, c'était toute une fougue, je voyais ça comme une vague en fait, un tumulte de vie, où en fait il y avait plein de mots à l'intérieur de moi, et que j'avais besoin d'exprimer, parce que j'étais pas la seule à les ressentir, parce que j'étais pas la seule à les vivre. Et puis ben, maintenant, il est disponible sur Amazon, donc je continue à travailler seule pour le moment, tout en tapant à des portes et en allant sur des opportunités. Elle a
la sortie de secours. Et la sortie de secours, en général, c'est soi-même. Donc, pour finir, je vais vous lire 2 textes. Je voulais vous chanter, mais le guitariste n'a pas pu venir. Ouais, mais c'est bizarre, parce qu'en fait, c'est du texte. À la base, là où j'ai commencé à faire des choses... Alors moi, bizarrement, j'étais pas une femme qui lit, en fait. Je lisais pas. Et comme vous doutez, quand on redouble 2 fois, on a des lacunes, on fait des fautes d'orthographe, on est confronté à des choses où, limite, même quand on sort un petit recueil ou quoi, on vous dit mais toi, t'as réussi à écrire un livre ?» Ouais, oui. Donc, je chantais en fait Les Fleurs du Mal. C'était le seul livre en fait qui a réussi à venir dans ma main et je chantais ça. Et donc, je me dis qu'au final, tout se chante. Enfin, pour moi, c'est mon premier amour, la chanson, donc tout se chante. Et là, je vais juste vous les slammer. Enfin, vous les lire, tu vois. Donc, je vais commencer par mon tout premier texte que j'ai fait la première fois sur scène, qui s'appelle Ma plume. Mon cœur est en déroute, chargé de plomb sur l'autre route. Celle où ma plume, ce qu'il y a de beau, elle connaît mais n'en parle pas. Ma plume à moi ne vole pas. Sans gêne, sans zèle, elle dit ces mots que l'on pense tout bas. Ma plume, indigène, fidèle, balance le flot sans coup d'état. Regarde, l'encre jette l'encre. Ce n'est pas moi, c'est ma plume en émoi qui fait son tour du monde. Elle signe le pacte sur papier et désigne l'ignoble qui inonde. Ma plume, crois-moi, promet de tout lâcher. Regarde, la plume rouspète, la plume poète et folle aliénée délivre les mots d'acier trop longtemps restés enchaînés sur ma liste. On raconte tous ces êtres qui existent mais qui ne peuvent pas parler. La plume saigne les sévices presque assassinés. Pour toutes ces bouches en détresse asséchées de famine, pour toutes ces bouches en tristesse analphabète, muette ou orpheline, ma bouche ancienne complice passe sous l'interdit pour tout dénoncer. À cœur ouvert, à cœur qui gronde, elle compte un monde somnambule, devenu mort et ridicule, avec ses virgules, ses mots, ses points-virgules et ses points finaux. Les non-dits, les amalgames, les complots, les calomnies et l'âme du paisible mise à prix. Pourtant, tu vis, tu meurs, tu n'es ni maître ni messie. Le bien contre le mal, à ne plus distinguer le faux du vrai, contre l'unicité d'un amour. On divise pour mieux régner, à fuir le mélodieux et l'harmonie. Ma plume à moi ne vole pas sans gêne, sans zèle, elle dit ces mots que l'on pense tout bas. Ma plume, indigène, fidèle, rebelle, balance le flot sans coup d'état. Regarde, la crise jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des os, aux limites de la barbarie pour sauver sa peau. Regarde, regarde, tous ces pingouins cravatés jusqu'au cou, chantent tous le même refrain. On en rit, on en pleure et on regarde avec dégoût. Regarde, mer Méditerranée enneigée, atmosphère phréatique enrouée, toxique, le monde se dissout, se dissipe, disciple enragé se livre bataille. À coups de massue, à coups de bombe, on déchire la terre de ses entrailles. Dessous, dessus, chaque seconde, on la regarde qui erre et vagabonde. À cœur ouvert, à cœur qui gronde, elle compte un monde somnambule devenu mort et ridicule, avec ses virgules, ses mots, ses points-virgules et ses points finaux. La plume n'a plus d'encre à déverser, et même le papier n'a plus envie de se recycler. Froissée, la plume signe en deuil l'insignifiance des écrits, des recueils dans le fossé de l'oubli et personne qui lit. 24 et 24 heures d'absence, un hommage à tous ces morts de l'ignorance, pour ceux pour qui les mots résonnent en choc dans leur conscience, pour ceux pour qui les mots les plus fragiles, les mots forts, sensibles, restent à jamais indélébiles. Pour tous ces mots qu'on ne réécrit pas, car tout ce qu'il y a de pur, on ne le réinvente pas. Ma plume à moi ne vole pas, sans gêne, sans zèle, elle dit ces mots que l'on pense tout bas. Ma plume, indigène, fidèle, balance le flot sans coup d'état. Ce que je vais faire, qui s'appelle Debout Jeunesse, j'avais vraiment envie de le faire juste face au chaos. Debout Jeunesse. Il y a d'espoir tant que le jour se lève sur toi et que tu respires. Debout Jeunesse.
Il y a dans ton encre, dans ton cœur et ton esprit les idées et les énergies dont nous avons besoin. L'amour, le monde, l'humain ne sont pas morts. Ils somnolent tel la belle au bois dormant, attendant le baiser du réveil. Jeunesse, debout. On veut de toi une inculte, un animal en laisse soumise et formatée. Tu es déçue, tu es détruite et tu erres dans la déconstruction de tes aînés. Jeunesse, tes rêves et tes ambitions qui aspirent au changement sont réels et nécessaires. Ne crois pas à ceux qui te disent « tu es jeune, fougueuse et tu as le temps de grandir ». Il y a de l'espoir tant que le jour se lève sur toi et que tu respires. L'avenir, c'est toi, et beaucoup envient ton mental et ton émotivité, ne cherchant qu'à te canaliser pour t'enfermer. Debout, ma belle, tu es capable de tout et ton innocence pure et douce manque à nos sociétés. Plus souvent, on devrait t'écouter, appliquer ce que tu gardes en toi par peur de paraître folle et de toute raison dénudée. Je pleure l'héritage bousillé par l'ego mal placé, d'enfants devenus grands à la quête de pouvoir, d'injustice et d'iniquité. Jeunesse, le temps dont on te parle peu représente le bien le plus précieux. Là où l'histoire coule le sang de l'humanité. Là où liberté, égalité, fraternité ne sont plus que des feuilles mortes à balayer. Il y a de l'espoir tant que le jour se lève sur toi et que tu respires. Et pourtant, au nom de tous ces hommes et de ces femmes de paix et de dignité, debout jeunesse pour que perdure la liberté. Tu es lumière, ton savoir est lumière. Cavale donc parmi les mystères, comprends, apprends et viens nous éclairer. Les temps sont durs, mais ils l'ont toujours été. Il n'est pas un instant, un moment qui n'ait subi le mal des dépravés. Diabolique et inhumain, ils ne représentent en rien la beauté du monde qui nous a été prêté. Ils te parleront de groupe et d'identité communautaire en oubliant de préciser que celui qui sème, aime et tuerie n'est qu'empreint d'une démentielle perversité. Jeunesse, il est des messages clairs et harmonieux. Oublie ces interprétations d'hommes peu scrupuleux qui ternissent la vérité. Il y a de l'espoir tant que le jour se lève sur toi et que tu respires. Il y a de l'espoir tant que le jour se lève sur toi et que tu respires. Debout, jeunesse, pour que l'on continue de rêver. C'est très beau. Est-ce que vous avez des questions dans l'auditoire? Il y a des questions. Ah. Non, je voulais juste féliciter pour votre parcours, pour votre détermination. Tu peux me suivre sur Facebook, Manel Tumulte des mots. Tu m'envoyer de la force. Merci beaucoup. Donc on peut le trouver où, le livre sur Amazon, c'est ça? Amazon, ouais. Manel Matouti, Tumulte des mots. Et voilà. Bravo à tout ton parcours, c'est l'histoire de beaucoup de jeunes dans nos quartiers. Moi j'étais aux États généraux il y a 15 jours à Montpellier avec Zouina, on parlait justement des maires qui s'organisent par rapport aux problèmes de l'éducation. Et j'ai vu des potentialités dans cette rencontre, c'était incroyable et je constate ici aussi que vraiment il y a des gens chez nous qui ont un énorme bagage et qui peuvent servir cette société, ils peuvent servir nos quartiers, ils peuvent servir nos gamins, mais malheureusement on ne nous prend pas en compte. Et en tout cas, bravo à Bibliotest pour tout ce que vous faites, parce que moi je viens de Nîmes, je suis cette initiative depuis un moment, je connais aussi Turcan et tout ça. Et vraiment c'est super formidable, je suis très content, c'est la première fois que je viens ici, je suis très content d'être là. Et en tout cas, bravo. C'est vrai qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, et parce que je continue, en fait, je prends le risque d'aller... Parce que tout à l'heure, je vous racontais à chaque fois, je me sens pas à l'aise, je me sens pas à l'aise. Bah là, ça y est, j'ai pris le risque d'aller que dans le milieu artistique. Donc je donne des cours de chant et d'écriture et des ateliers. Et ce que j'ai toujours dit aux jeunes, c'est que la valorisation de ton parcours, elle commence par toi-même. Quand toi, tu es heureux de ce que tu fais et que tu te bats pour arriver, peu importe en fait le final, c'est déjà un grand accomplissement qui n'est pas forcément... reconnu par tout le monde, mais en tout cas, à commencer par toi. Donc, oui, on se bat, monsieur. Il y a un beau signe à côté de toi, là, tu vois, il y a un chat qui vous dit. C'est ça, le chat, il est content, imagine. Ça explique plein de choses, ça. C'est ça, c'est vrai, ça dit plein de choses. Ah, et il me compte. Je sais pas trop ce que ça veut dire là-bas. Merci beaucoup.
vont se présenter, c'est des grandes personnes. Non, moi j'étais pas prêt. Voilà, fais ta présentation, je sais, tu fais super bien. Bravo pour Youssou. On ne s'y attendait pas parce qu'on a fait ça en cours de route. Il y a les éditions Face Cachée, représentées par Wafa, d'accord? Je connais que le prénom. Pour moi, c'est Wafa Face Cachée, donc tout le monde la connaît comme ça. Et les deux auteurs qui se présenteront par la suite. Donc là, ça nous a tenu à cœur d'avoir aussi la maison d'édition et on est ravis de les avoir parce que pour nous, les éditions Face Cachée, il y a vraiment une identité de bibliothèque qu'on reconnaît là-dedans, de par leurs auteurs et leurs ouvrages et leur manière de fonctionner aussi. Donc moi, c'est un honneur de les recevoir pour moi ce soir, mais aussi les deux auteurs, Bolewa et Bala. Mais Youssou va terminer la présentation. Je vais te présenter déjà. Là, c'était vraiment pour dire. Donc vous avez Wafa, vous avez Bolewa, pardon, excuse-moi, puis Bala, qui ont coécrit ensemble l'autobiographie de Bolewa, qui s'appelle La rage de vivre, donc, qui est un livre sur l'histoire de sa vie, qui n'a pas été facile, je pense. Donc je vais laisser Wafa un peu parler des éditions. Ça se cacher. Bonsoir à tous, je vais essayer de parler fort, j'espère que vous m'entendez. Encore plus fort? Ouais. Ok. Merci en tout cas à Bibliothèque pour l'invitation. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on essaye qu'on se connaît, qu'on essaye de faire quelque chose ensemble. Alors donc moi je m'appelle Wafa, je suis ici en qualité de fondatrice, directrice et donc éditrice des éditions Face Cachée, qu'on a monté avec Bakary et Paul en 2015. Voilà, on est basé dans le 19e arrondissement de Paris. Alors je vais revenir rapidement sur mon parcours, mais dans les détails plutôt rester sur Face Cachée. Alors moi j'ai fondé les éditions Face Cachée. Moi je vous parler un peu de mon parcours personnel. Moi je suis née en Algérie, je suis venue en France à l'âge de 8 ans. Donc déjà moi le français c'est pas du tout ma... Comment? Oui, le français c'est pas... La français. C'est côté blédard. J'assume. Des fois vous verrez, il y a des mots, j'ai beaucoup de mal à dire. Le livre est sorti, maintenant il se lâche tout ça. Donc je disais, le français n'est pas ma langue maternelle, donc c'est vrai que pour moi aujourd'hui diriger une maison d'édition c'est un peu voilà, c'est pas du tout un peu étrange quand même. Alors moi j'ai fait des études, pour mes parents c'était la seule passerelle et pour moi aussi, ma façon aussi de s'intégrer, donc j'étais bonne à l'école. J'ai étudié ici à partir de l'âge de 8 ans. Le français c'était pas du tout ma matière préférée, je n'aimais pas du tout lire, je ne comprenais pas du tout ni les règles de grammaire ni d'orthographe, et je ne vous cache pas que même aujourd'hui je sais les appliquer, que je ne pourrais jamais vous expliquer, ni vous donner les règles, ni vous expliquer le pourquoi du comment. C'est très drôle parce qu'en fait j'ai appris comment les utiliser sans les comprendre, c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Donc j'ai fait des études scientifiques parce que voilà, ma mère faisait du prof de physique, donc je me suis dit tiens c'est ce qu'on fait, et puis chez nous voilà, vu que le français c'est pas notre langue maternelle, on se dit pas on va faire littéraire ou ce genre de choses, et je me suis rendu compte quand j'étais en terminale que je me suis en fait un peu trompée de voie, et parallèlement, alors le rap c'est quelque chose de très important dans ma vie. Parce que moi le rap ça m'a aidé à me réapproprier en fait cette langue qui n'est pas la mienne, à la comprendre, à l'utiliser, et aussi à tout le côté histoire. Alors je m'explique, voilà, je suis en cours, ça me plaît vraiment pas, je me demande ce que je fais là, et je me rends compte au fur et à mesure que en fait on a des barrières nous-mêmes, en fait on se dit on n'est pas né ici, c'est pas fait pour nous donc on n'y va pas. Et je me rappelle d'une prof de français en seconde qui me dit mais de toute façon vous, immigrés, fils d'immigrés, vous allez faire S parce que le français c'est pas fait pour vous. Et moi j'ai redoublé ma seconde à cause du français parce que j'avais 5 de moyenne. Et ensuite ça allait toujours un peu mieux avec le travail. Et c'est vrai que c'est des choses dont je me rappelle un peu posteriori, et je me dis que inconsciemment ça a conditionné en fait nos choix de vie en fait. Moi, je commence à écouter énormément de rap, un peu peut-être voilà, au collège, au lycée, et je m'intéresse énormément au texte, voilà, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le rap conscient, je ne connais pas trop, mais voilà, ça m'intéresse beaucoup. J'ai appris aussi
l'histoire aussi à travers ça, et même aussi quelque chose qui me touchait pas, vu que moi je suis pas née ici, c'est justement ce sentiment des jeunes de banlieue, des enfants d'immigrés qui ne se sentent pas reconnus français alors qu'ils sont nés ici. C'est vrai que moi, dans ma tête, je me disais, ben, moi, c'est pas mon pays, entre guillemets, ça l'est devenu, mais moi, j'ai dû m'intégrer, alors que d'autres non. Donc on va dire que le rap m'a aussi aidé à comprendre beaucoup de choses socialement, beaucoup de choses. Et je me suis reconnue dans ça. Et grâce au rap, je me suis dit, bon, ok, j'ai eu mon bac, mon père était content, tout va bien. Je vais faire ce que j'aime, et ce que j'aimais, c'était l'histoire, en fait. C'est grâce au rap, grâce à des rappeurs comme Mézine. Voilà. Tout ce que je voulais, c'était apprendre tout ce qui m'a manqué, en fait, moi. Je voulais apprendre. Donc j'ai fait un master d'histoire, sans savoir ce que j'allais faire de ma vie. Voilà, ma mère me voyait aller à l'école le matin, elle me disait, mais tu vas faire quoi avec ça? C'est quoi le travail? J'en ai eu aucune idée, mais tout ce que je savais, c'est que je kiffais aller en cours, et c'était, voilà, se lever le matin avec une bonne raison, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Après, parallèlement, voilà, j'ai toujours travaillé depuis que j'ai 17 ans, je travaille, voilà, pour payer mes études, etc. Donc voilà, j'ai fait un master d'histoire, un master d'islam médiéval. Et après ça, je me suis dit, ok, c'est cool, t'as kiffé pendant 5 ans, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'aurais beaucoup aimé faire un doctorat, faire une thèse, mais en termes de bourse, c'était très compliqué. Je suis dans un domaine assez restreint, il y a 3-4 bourses. Quand on est agrégé, on a un peu plus de facilité, on va dire, à avoir cette bourse. Et là, je me dis, mais j'aurais beaucoup aimé passer l'agrégation d'histoire, mais un truc tout simple, bah, moi j'avais besoin de travailler pour vivre. Je n'étais pas normalienne, je ne gagnais pas de l'argent pour pouvoir étudier, et puis surtout bah, je suis en banlieue, donc quelque chose, ok, je suis peut-être pas super loin, mais le temps qu'on perd dans les transports, c'est le temps qu'on perd à la bibliothèque en fait. Et on se rend compte que finalement, même si on a envie de faire les choses, il y a des critères sociaux qui font qu'on ne part pas avec les mêmes chances que tout le monde. Donc peut-être qu'un jour je referai une thèse, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai trouvé par pur hasard un master d'édition, un master professionnel, voilà, dans lequel j'ai été prise justement grâce à toute ma polyvalence et tout ce que je faisais à côté, parce que le rap, comme je vous disais, j'aime ça depuis que je suis ado, et en fait rapidement, vu que j'aimais écrire sur le rap, j'ai intégré des magazines, j'ai créé un blog, j'ai rencontré des gens, j'ai fait du bénévolat, vraiment, c'est vraiment une bonne partie de ma vie. Et aujourd'hui j'ai la chance de gagner ma vie grâce au rap, parce que je suis journaliste, notamment en radio, sur OKLM, et aussi sur un site qui s'appelle ABCDR du son. Voilà, en plus, et je travaille aussi dans un label de rap, donc je peux dire qu'aujourd'hui je gagne ma vie du rap, et ça m'a énormément apporté. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça. J'ai été prise dans ce master d'édition, et ça m'a aidé en fait à rentrer dans ce milieu que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert finalement que tout ce que j'aimais faire, c'est-à-dire lire, écrire, corriger, je faisais aussi partie d'une association dans laquelle je dirigeais un journal, voilà, tout ça, même les blogs, ce genre de choses, et tout ça en fait c'était être éditeur entre guillemets. Donc je me suis dit, tiens, j'ai réussi à trouver un nom sur ce que j'aime faire. Donc j'ai fait ce master qui m'a juste aidé à rentrer en maison d'édition et à comprendre un peu les rouages. Mais juste pour rentrer dans une maison d'édition et faire un stage, c'était compliqué. Parce que déjà j'ai pas fait lettres modernes, etc. Moi j'avais un parcours historique, et on ne voulait pas de moi dans les maisons généralistes. Voilà. J'avais beau avoir un bac plus 5, avoir tout ce qu'il fallait, non, je fais pas ça. Donc je suis quand même rentrée par piston dans une boîte, donc c'était HEP Éducation, où je faisais des manuels scolaires d'histoire géo, donc c'était mon truc, c'était super. Et puis je me suis dit, tiens, tu prends pas la tête à vouloir faire de la littérature généraliste, c'est bouché, reste dans ce que t'aimes, la littérature scientifique, des trucs très chiants pour les gens, corriger les notes de bas de page, tout ça, moi c'est mon kiff. Et les gens détestent ça, moi j'adore ça. Je me suis dit, peut-être au moins je vais trouver du boulot. Et puis finalement, quand j'étais chez Hachette, je me suis dit, en fait le fond, les gens s'en fichent un petit peu. C'est-à-dire qu'on refaisait des manuels scolaires, donc le programme était le même, et le but justement, pendant 5-6 ans le programme est le même, voilà, les éditeurs souhaitent renouveler un peu, même visuellement tout ça, en concurrence entre eux, pour vendre encore plus, voilà, pour attirer les professeurs. Et je me suis rendu compte qu'un éditeur, en tout cas de ce que j'ai vu, en fait tout l'argent passait dans le marketing, et que le fond n'était pas du tout bien produit. Et moi, voilà, pour vous expliquer un peu, voilà, un manuel scolaire, on a un directeur
qui gère un peu toutes les thématiques, qui choisit des professeurs et qui donne 1, 2, 3 chapitres, etc. Et déjà, moi, je faisais de l'histoire et quand je voyais des fautes, mais totalement flagrantes, je me disais c'est incroyable d'avoir des professeurs, peut-être que c'est pas leur domaine, par exemple. Je pense au chapitre sur la décolonisation, je pense au chapitre sur la mondialisation, ce genre de choses, des choses flagrantes pour nous. Et on voit que en fait, la manière de traiter les sujets n'est pas la même. Quand il a beau être prof, je sais pas, dans un super lycée du 16e, au début du code de l'indigénat, il s'en fiche et puis il n'a pas été cherché parce que pour lui peut-être c'est pas super important. Ou quelque chose qui m'avait choqué, c'était la manière dont on rédigeait en fait les biographies. Et quand on rédige les biographies d'hommes politiques ou de présidents orientaux, on va dire ça comme ça, on n'utilise pas les mêmes mots, c'est pas la même sémantique, c'est pas la même façon de voir, il y a toujours un a priori derrière que George Bush, quoi. Moi, ça m'avait justement, j'avais choisi de faire mon stage et mon mémoire sur ça, c'était l'idéologie derrière les mots. On parle de George Bush de façon avec des mots tout à fait positifs, on parle de Saddam, peu importe ce qu'on pense de Saddam, on va dire guerre sanglante, crime, voilà, que des mots. Et je me suis dit, mais c'est vraiment, c'est horrible en fait d'être un prof et de mettre son idéologie dans des thèmes qu'on doit en fait appliquer à tout le monde. On doit enseigner à tout le monde. Après, je vous épargne tous ces chapitres sur l'Afrique avec aucun auteur africain, ce genre de choses. Donc là, je me suis dit, non mais c'est pas possible, ce milieu, c'est vraiment incroyable. Et puis bien sûr, très peu d'arabes, très peu de personnes de couleur, je sais pas c'est pas très nouveau finalement. Beaucoup de femmes, parce que c'est un milieu très féminin, c'est évident. Et surtout parce que les femmes aussi, on les paye moins. Je pense que voilà, on les paye moins, les hommes surtout dans la direction. Et ce qui m'a aussi choqué, c'est voilà, comme je disais, c'est tout cet argent qu'on met dans trouver des belles photos. Par exemple, pour refaire la couverture, il fallait, voilà, c'était la mode, il fallait une femme pour la couverture. Voilà, c'est dans le féminisme, tout ça, il fallait une femme. Le thème, c'était évidemment les guerres au XXe siècle, donc il fallait une femme combattante. Quand on leur proposait plusieurs images de femmes, non, celle-là fait trop garçon manqué, elle a les cheveux courts, elle sourit pas. Bah ouais, mais c'est la guerre en fait, mec. Et en fait, finalement, on choisit une meuf qui sourit et qui est contente, qui est blonde aux yeux bleus. Et je me dis, mais en fait, c'est vraiment incroyable d'avoir toujours ces idéologies. Donc je me suis dit, tu sais quoi, en fait, finalement, faire un livre en soi, c'est pas difficile. Je parle de conception, etc. Finalement, dans l'édition, le plus dur, c'est le vendre, c'est le marketing. Donc là, en février, voilà, je me suis dit, un jour, je montrais une maison d'édition, juste pour faire des livres que moi, j'aimerais lire et que je partagerai dans mes réseaux. Et aussi, ce que je voulais surtout, c'est que comme je faisais beaucoup de choses différentes, que ce soit à la fac, le rap, le milieu associatif, finalement, je me suis rendu compte que dans chaque domaine, les gens étaient un peu étonnés. À la fac, je parlais pas de rap. Quand je faisais des émissions, je disais pas que j'étais en bac plus 5. Et là, je me suis dit, au bout d'un moment, j'en ai marre. C'est ce qui me qualifie, c'est ce qui qualifie plein de gens. Je vais faire des livres qui soient bien écrits, mais on va peut-être parler de rap, on va peut-être parler d'autres choses. Et que les gens, finalement, aussi nous acceptent dans toute notre complexité. Et en plus, en tant que femme arabe, c'est encore aussi plus compliqué. Quoi, t'écoutes du rap, et ton père, il dit quoi, et machin, enfin, et puis dans le milieu, on cherche pas à... Enfin bref, c'est assez compliqué. Donc en fait, j'en parle avec un ami qui me présente Bakary Sako, qui est gardien d'immeuble en fait, dans le 19e arrondissement, et qui me dit, qui est aussi militant associatif, j'ai un livre, j'ai écrit un livre, et je cherche un éditeur. En fait, en une demi-heure, on se dit, ok, dans son truc, donc j'ai même pas fini mon M2 et puis l'idée vient de lancer cette maison d'édition, mais vraiment à l'arrache avec l'esprit hip-hop le plus possible. C'est l'esprit de on va y arriver, on sait pas comment, mais on va y arriver. C'est exactement ça, on se pose, on réfléchit, alors il faut un mec qui fait ça, il faut un mec qui fait ça, on part, on pose des questions et finalement on trouve. Donc on réécrit tout le livre avec lui. Le livre s'appelle Je suis et c'est l'histoire de cet homme qui est musulman, noir, issu du quartier populaire et pleinement français. Donc qui fait un essai. Donc déjà un noir qui fait un essai, je peux vous dire quand j'ai essayé de le vendre, je ne comprenais pas parce que les essais c'est des journalistes blancs qui font des essais en fait. C'est pas un homme noir habillé en boubou sur la couverture. C'était quand même assez drôle. Et du coup on a voulu aussi le marketer finalement comme je le connaissais, c'est-à-dire un album de rap en fait, c'est ce que je connaissais. Donc avec un visuel assez percutant.
Mais ce que je voulais absolument, c'était déjà on part avec des freins et ne pas tendre le bâton encore plus pour nous faire battre. C'est-à-dire j'ai fait un livre dans les règles de l'art parce que nous sommes quand même dans un pays très conservateur dans tout ce qui est littérature. Voilà, bien écrit avec le moins de coquilles possible, je l'espère. Et comme ça, quand on va le vendre, la forme elle est nickel. Maintenant, vous n'avez rien à dire, rentrez dans le fond et si vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord avec le fond, avec le discours, il n'y a pas de problème, on vous écoute. Mais en tout cas, notre forme elle est nickel. Donc je fais ce livre. Pour nous, Bakary est dans l'associatif, donc quelques subventions, etc. Pour nous, on voulait vraiment vendre ce livre à des jeunes, on se dit 15-25 ans, et surtout dans nos réseaux. Parce que moi, j'avais beau avoir fait un master d'édition, c'est un master très porté sur l'écriture et pas du tout sur le côté commercial. Donc je ne savais pas comment vendre, comment démarcher des diffuseurs, des distributeurs, etc. C'est vraiment au fur et à mesure des années que j'ai rencontré des gens qui m'ont appris. Donc nous on est là, on fait 2000 livres, on se dit ok, maintenant on fait quoi? Les 2000 livres ils sont là. Et finalement ça nous dépasse totalement parce que le livre devait sortir en octobre 2015 et en juillet le premier média de Bakary c'est France Inter. Et nous on n'est pas du tout, nous on ne comprend pas. Bon, j'ai eu la chance d'avoir un réseau d'amis journalistes justement avec toutes ces années, que ce soit dans le rap, dans l'associatif, tous ces gens sont aujourd'hui un peu placés. Donc ils nous font des articles, ils font des choses, et nous, on va, avec nos livres, faire le tour des librairies. Voilà. On se dit, on fait la liste et on y va. On se dit, bah, ça serait bien d'avoir une librairie par arrondissement. Donc on y va. Bon, on voit très bien dans certains arrondissements, on n'y est même pas, tout le monde nous a dit non. Mais voilà, côté Est, tout va bien. Ici, c'est un peu plus compliqué. Et finalement, les gens sont quand même intéressés parce que c'est du dépôt-vente, ils prennent 2 livres, ils n'ont rien à perdre, ils les mettent sur le côté, et puis si ça se vend, tant mieux, si ça ne se vend pas, bah, ils vous rappellent pour aller les chercher. Donc ça se passe plutôt bien, le livre fait vraiment de très beaux médias. On a eu la chance d'avoir la 4e de Coupe de Libé par un collègue de Bala, c'était vraiment bien, on a fait LCI, on a fait plein de choses, et là on se rend compte que en fait on n'était pas prêts parce qu'on fait LCI et le téléphone sonne toute la journée et les gens vont à la FNAC, ils ne trouvent pas le livre. Ouais, ils vont sur Amazon, ils ne trouvent pas le livre. Mais nous on ne sait pas comment faire et après on se rend compte que à être diffusé, il faut un minimum de livres par an et puis surtout on travaille à côté, comment on fait. Donc on décide de partir sur ça. On s'est dit on va faire des livres qui ont une durée de vie plus que la normale. Parce que nous on nous a dit un livre c'est un peu... plus qu'un CD quand même, c'est 1 mois avant la sortie, 2 mois après la sortie, après c'est du congé. C'est un attaché de presse qui m'a dit ça, je me suis dit ok, en fait nous on travaille pendant 1 an parce que c'est vraiment dur, et notre livre en 2 mois, s'il ne fait pas les ventes, vous le mettez de côté. Donc nous on a décidé de faire un livre par an, donc là on est à notre 4e livre, et on est totalement indépendant, c'est-à-dire que je m'occupe de la compta, des réseaux sociaux, de la distribution, diffusion, relations presse, voilà. Ça commence à être un peu compliqué, mais on s'est dit on va essayer d'avoir une base solide de gens qui nous suivent, de faire énormément d'événements parce que c'est là qu'on va en plus en direct. Et en fait ça fonctionne bien parce que dès le début on a eu des manuscrits et ça on s'y attendait pas du tout. Des gens nous envoyaient des manuscrits parce que déjà voir un noir en couverture c'était pas anodin. Un noir qui soit ni rappeur ni footballeur, qui parle à la première personne, qui est debout. Les gens se sont reconnus, se sont dit bah tiens, moi aussi, lui il est gardien d'immeuble, moi aussi j'ai une histoire et je peux raconter mon histoire. Et nous on essaye de proposer, parce que voilà je travaille aussi, un accompagnement. Vous venez avec votre histoire et on essaye de faire quelque chose de bien. Après bien sûr le but c'est de le vendre, c'est pas d'en faire de l'argent, mais toujours de rentrer dans nos frais. Ça reste quand même, pour pouvoir continuer, on est obligé d'être dans cet état d'esprit. Donc on fait ce livre là. Le 2e livre, c'est un livre d'un dessinateur qui s'appelle Rachid Zghini, donc qui officie sous le nom de Rakid. Et toujours dans les petites stratégies, c'est nous on connaît pas grand monde, nous on ne sera pas dans toutes les librairies, mais il nous faut des auteurs qui ont quand même une certaine base. Et il faut surtout des auteurs qui soient totalement impliqués dans le travail. Et c'est vrai qu'ils vont vous le raconter mieux que moi. Ils sont impliqués, mais vraiment impliqués de fou. C'est vraiment un partage. Il faut qu'on croie à ce projet. On n'est pas du tout là pour l'argent. Moi, je ne touche rien. Eux, évidemment, touchent leurs droits d'auteur, ce qui est normal. Mais le but, c'est de faire faire de la propagande en fait, de ce qu'on veut. On ne veut pas se fermer sur, on va dire, la ligne éditoriale. Quand on pose cette question, moi, ça m'énerve parce que
j'ai pas envie de dire je veux faire que des livres comme ça parce que j'ai envie de faire plein de choses. Le deuxième livre, c'est un livre illustré. Moi, je m'y connaissais pas du tout, ni en fabrication. Donc, j'ai trouvé donc cet auteur qui avait quand même une base sur les réseaux. Donc, déjà, qui pouvait nous aider finalement gratuitement. En fait, lui, il met sur les réseaux et les gens qui le suivent, on peut déjà transformer, on va dire, le nombre de followers. Si on a 5% de son nombre de followers en tant que potentiel acheteur, c'est déjà très bien pour nous, en fait. Donc, on a fait un très beau livre, voilà, qui est aujourd'hui épuisé. Donc, on est très content, il s'appelait Le Monde de Rakid. Donc moi j'ai appris, on en a fait un autre assez rapidement, un an plus tard, parce qu'on a eu de la chance d'être invité au Salon du Livre de l'année dernière, en fait, par la région, parce qu'elle nous a trouvé sur Twitter. Donc ça c'est aussi quelque chose on voit finalement la différence, parce que moi je rencontre des petites maisons d'édition indépendantes parisiennes ou autres, il y a plusieurs associations en fait pour s'entraider, etc. Et les réseaux, c'est pas vraiment leur truc. Et nous, on vient avec cet état d'esprit vraiment hip-hop, on n'est pas dans le cloisonnement. Et eux, les réseaux, c'est pas leur truc, alors qu'Instagram, ça marche super bien, Twitter, etc. Donc on a eu la chance de faire ça et on a vu qu'il y avait encore de la demande. Il y a vraiment beaucoup plus de demande. On était content de voir qu'on était dans une niche, finalement. Donc on continue. Peut-être que là... Personnellement, je me pose la question de me dire là, ça fait 3 ans, 4 ans, ça fonctionne, mais au bout d'un moment, il faut rentrer dans les rouages. En fait. Il faut prendre un distributeur, il faut prendre un diffuseur. Premièrement, parce que c'est plus à nous de faire les plis, c'est plus à nous de faire la facturation. Il nous faut plus de temps pour nous concentrer sur la production en elle-même et trouver des gens qui méritent d'être mis en avant. Alors, ça paraît logique, évidemment, comme je disais, en termes de forme, on fait ce qu'on veut, mais le fond, on fait ça avec un engagement. On n'est pas militant, mais il y a un engagement parce que faire autant d'énergie sans faire de l'argent, c'est vraiment parce que ça nous tient à cœur et qu'il y a un but. Et ça crée du lien social, ça crée plein de choses et ça nous tient vraiment à cœur. Donc le dernier auteur que j'ai sorti, donc Bolewa, qui est là, toujours ce même ami Samba, dont je parle tout le temps, qui nous met en relation avec Bolewa. Donc Bolewa vient avec un manuscrit qu'il a déjà écrit avec Bala, ici présent. Et c'est vrai que rien que ça, moi, ça me permet d'avoir moins de travail finalement. Parce que le manuscrit est là. Déjà un auteur, avoir un recul sur ce qu'on écrit, c'est difficile. Quand on reçoit des manuscrits, c'est vraiment difficile de dire non, parce que la personne, elle y a mis toutes ses tripes, elle a mis toute sa vie, elle a raconté des choses dures. Nous, on pense en forme de qu'est-ce qui peut rentrer dans un livre, que les gens vont comprendre, pas comprendre, qu'est-ce qu'il faut réécrire, comment le marketer aussi. Et c'est vraiment dur de dire non aux gens et de faire un travail. Donc c'est vrai que par manque de temps, et on dit souvent non, ce qui est normal. Mais là, donc, on avait un manuscrit qui raconte la vie de Bolewa qui était déjà cadré en fait, parce qu'il y avait une personne à l'extérieur. Et je pense que c'est ça un conseil que je pourrais donner aux gens qui veulent écrire. Je le dis souvent, il ne faut pas écrire comme une thérapie parce qu'on met beaucoup ses sentiments, mais après si on veut l'éditer, si on veut le vendre, c'est dur parce que ça va peut-être pas parler à tout le monde en fait. Puis surtout, il y a des règles. En fait, c'est un récit, il faut que le récit soit construit, structuré. Donc si vous voulez écrire, il faut se demander pourquoi écrire, pour qui écrire et comment écrire en fait. Parce que sinon, c'est trop compliqué pour aller démarcher une maison d'édition. On dit souvent que si l'éditeur a plus de 20% de corrections à faire sur un manuscrit, il faut qu'il refuse parce que c'est une perte de temps incroyable. Moi, je sais que sur le livre de Bakary, je me suis plongée à 100% parce que c'était mon premier livre. J'ai mis 3 mois à tout réécrire, mais tous les jours. Et à refaire des interviews parce que pour lui, à des moments, c'était clair, moi, c'était pas clair. Poser des questions, c'est vraiment un travail. Donc, si vous arrivez à vous entourer de quelqu'un qui peut avoir un avis extérieur, en tant que potentiel lecteur pour vous dire voilà ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas, où tu vas en venir, ça peut toujours être plus rapide, plus facile voilà, pour démarcher un éditeur. Donc voilà, La Rage de Vivre, livre qui est sorti le 20 septembre dernier. Ils vont en parler, nous on a des questions à poser peut-être à toi. Alors merci. Vous avez des questions à poser à voix avant que... Mes collègues qui voulaient parler du kilométrage. J'avais
une question à poser. Là, on a parlé d'édition, etc. Mais comment ça se passe pour la distribution de tes livres? Alors, il y a deux choses dans l'édition, il y a ce qu'on appelle un diffuseur et un beaucoup de distributeur. novices, là, Voilà. Alors un diffuseur, c'est en fait le commercial qui va aller, par exemple, 6 mois en avance, voir les librairies de son secteur pour dire ce livre sort dans 3 mois, qu'est-ce que vous en dites, est-ce que vous voulez en commander, etc. Et le distributeur, c'est toute la partie logistique. Donc, ça peut être une seule et même personne, ou ça peut être séparé. Donc c'est la personne qui fait de la manutention, qui va avec son camion donner les livres, qui va les stocker dans son entrepôt, qui va facturer, qui va faire les retours.